Aéroport du Bourget, 24 août 2024, début de soirée. Un jet privé en provenance de l'Azerbaïdjan se pose sur le tarmac. À son bord, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, descend de l'appareil avec son garde du corps et son assistante. Tout semble rouler à merveille pour le génie de l'informatique qu'on surnomme le Zuckerberg russe. À merveille? Pas vraiment. Pavel Durov est interpellé par des gendarmes dès qu'il pose le pied en territoire français et pour des faits d'une extrême gravité. Complicité dans les actes de pédocriminalité, de terrorisme, de blanchiment d'argent ou encore de trafic de drogue. Ce qu'on lui reproche vraiment, c'est que Telegram, son application de messagerie dont les données chiffrées permettent d'échanger en toute liberté, aurait permis cela. Alors, vérité, mensonge, exagération, ou alors coup d'état politique d'un état sécuritaire face à un champion de la liberté d'expression, c'est ce que je te propose de décrypter à travers le portrait de Pavel Durov, l'ennemi numéro 1 des gouvernements. Pavel Durov est né en 1984 à Leningrad, en Union soviétique. 1984, comme le titre du livre de George Orwell. Tu sais, celui dans lequel un gouvernement tout-puissant prive son peuple de tout libre arbitre et le surveille constamment. Coïncidence? Évidemment. En tout cas, c'est plutôt ironique quand on sait que Pavel place la liberté au-dessus de tout. Sa mère, Albina Alexandrovna, est journaliste. Son père, Valéry Durov, est le directeur du département de philologie à la faculté de Saint-Pétersbourg. Ses spécialités sont les langues latines et l'histoire de la Rome antique. Pavel a aussi deux grands frères, dont Nikolai, avec qui il cofondera plus tard vContact et Telegram. Alors qu'il était encore un enfant en bas âge, la famille s'installe à Turin, où le paternel enseigne à l'Institut de la langue russe, puis regagne son pays d'origine dans les années 90. Pavel commence à étudier dans la section linguistique mathématique au Gymnase académique, un des établissements les plus prestigieux de Saint-Pétersbourg. Et sans doute poursuivre les traces de son père, il rejoint la faculté de philologie, toujours dans la même ville, en 2002. Là-bas, il se distingue déjà par son leadership et son implication dans la vie de la faculté, ce qui lui permet de recevoir la bourse Potanine. Pour faire simple, c'est un prix très prestigieux décerné par la fondation Vladimir Potanine, destiné aux élèves les plus méritants. Et Pavel ne l'obtient pas une fois ni deux fois, mais bien 3 fois. Et comme si ça ne suffisait pas, il remporte aussi les Olympiades en linguistique et en informatique. À côté de ça, il s'ennuie un peu et donc il crée à ses heures perdues un forum pour faciliter les communications entre étudiants. Comme la plupart des génies, il fait rapidement le tour de son nouvel outil et lui trouve des limites, notamment le fait que les élèves s'expriment dessus de manière anonyme. Lui, ce qu'il veut, c'est que chacun puisse s'exprimer en son nom et avoir une photo de profil. Et comme depuis quelque temps, il entend parler d'un petit projet nommé Facebook développé aux États-Unis, eh bien il décide de créer son équivalent. Et c'est comme ça que va naître vContact, dont je ne vais pas tarder à te parler. Mais avant ça, il faut que tu en saches un petit peu plus de Durov et surtout sur sa philosophie pour mieux comprendre ce qui va suivre. Pavel Durov, c'est avant tout une personne insaisissable. Absolument tout chez lui semble crier « attrape-moi si tu peux » à la face du monde. À commencer par son look. Fin, élancé, toujours vêtu de noir, il cultive, je trouve, sa ressemblance avec le personnage Neo du film Matrix. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas la référence, Neo c'est le chef de la rébellion des humains contre l'emprise de la Matrice qui les maintient dans une parodie de la liberté au sein d'un univers factice. Pavel Durov se définit comme libertarien. Ce mouvement de pensée, fondé aux États-Unis au début du XXe siècle, place la liberté au-dessus des États et des lois. Il a été naturalisé christophien, un paradis fiscal dans les Caraïbes en 2014, puis émirati en 2021, et puis même français plus récemment en 2022. Aucun doute sur le fait que Pavel Durov se définit avant tout comme un citoyen du monde. Petite précision d'ailleurs concernant l'obtention de sa nationalité française, il l'a obtenue grâce à la procédure de l'étranger émérite. Pour simplifier, elle existe pour récompenser des étrangers francophones dont les actions contribuent au rayonnement de la France à l'étranger. Apparemment, Emmanuel Macron aurait beaucoup poussé pour qu'il l'obtienne, et cela contre l'avis même du Quai d'Orsay. Le président a d'ailleurs invité le PDG de Telegram à dîner, et durant le repas, il lui aurait proposé d'installer les serveurs de son application à Paris, ce qu'il aurait refusé. Il voyage constamment entre ses résidences à Dubaï, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Quand on lui demande quelles sont les personnes qui l'inspirent, Durov répond volontiers que ce sont Che Guevara et Steve Jobs. Autrement dit, un révolutionnaire d'un côté et un prodige de l'informatique de l'autre. Et peut-être tout simplement parce qu'il se définit lui-même comme un mélange des deux. Celui dont la fortune est estimée aujourd'hui à 15,5 milliards de dollars est aussi un pratiquant de la doctrine, un esprit sain dans un corps sain. Il affirme régulièrement ne manger ni viande ni gluten et pouvoir jeûner pendant un mois entier. Il entretient son corps grâce à la musculation, et d'ailleurs on constate une vraie transformation physique entre les photos de lui jeune et ses photos les plus récentes. Il est allé jusqu'à se filmer en train de prendre un bain d'eau glacée, et il affirme fièrement aujourd'hui être le père d'une centaine d'enfants grâce à ses dons de sperme.
de quoi réarmer la nation. Paradoxalement, il reste très discret sur sa vie privée. Il n'a jamais parlé de ses multiples conquêtes, de ses compagnes ou même de ses enfants. Mais le portrait de Pavel Durov serait incomplet si on oubliait de parler de Nikolai, son frère, qui a 4 ans d'ailleurs de plus que lui, et son associé par la même occasion. Nikolai, c'est un peu l'homme de l'ombre, celui qui se cache derrière la success story de son petit frère. Comme son frère, c'est un génie des mathématiques et de l'informatique. Pavel Durov affirme que Nikolai était capable de lire dès l'âge de 3 ans et de résoudre des équations cubiques à 10. Dans sa jeunesse, il a remporté des concours de mathématiques et informatique nationaux et même internationaux. Sur une photo d'ailleurs, on le voit à Taïwan en train de participer à des Olympiades. Rien que ça. C'est notamment à Nikolai qu'on doit le code extrêmement complexe et quasiment impossible à craquer de Telegram. Son profil est plus que complémentaire avec celui de son frangin, et il est encore plus insaisissable que lui puisqu'il ne donne jamais d'interview et tout ce qu'on sait de lui, ce sont les autres qui le disent. Nikolai est la partie immergée de l'iceberg Durov. Tout cela pour te dire que lorsque l'on parle de Pavel, tu peux être sûr que Nikolai n'est jamais loin derrière. Même si on en parle moins, il est également poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation que son frère, dont on reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Pour conclure sur cette présentation, j'ai envie de te dire que Pavel Durov est comme un bug dans la matrice. C'est un milliardaire à l'hygiène de vie ascétique qui se déplace en jet privé, apatride et sans vraiment d'attache, libertarien et surdoué. Une sorte de néo en lutte perpétuelle contre la matrice et pour la liberté. Au final, un mode de vie et une philosophie qu'il applique dans les 2 plateformes qu'il a créées avec son frère Nikolai. Maintenant que tu sais tout sur Pavel Durov, je vais te parler de ces 2 plateformes, VKontakte et Telegram. C'est en 2006 que Pavel Durov va créer VKontakte avec son frère Nikolai. Il a trouvé le nom de l'application en jouant avec le slogan d'une radio russe qui en français donnerait « en contact total avec l'information ». Dans la langue de Moscou, je t'épargnerai mon magnifique accent russe, mais ça donnerait à peu près ça. В полном контакте с информацией. Pavel aimait bien le fait que le mot contact ne faisait référence à aucune catégorie sociale en particulier. Mais en fait, VKontakte, ou Vika pour les intimes, qu'est-ce que c'est? Pour résumer, c'est l'équivalent russe du Facebook de Mark Zuckerberg. Comme chez son jumeau américain, on trouve des fils d'actualité, des pages communautaires et même un bouton like. En plus de ces fonctions, VKontakte offre la possibilité de rechercher des utilisateurs selon des critères précis comme l'âge, le sexe ou la position géographique, ce qui permet d'utiliser en quelque sorte comme une application de dating. On peut même y télécharger gratuitement des vidéos ou de la musique. VKontakte, dont les locaux sont basés à Saint-Pétersbourg, ne tarde pas à devenir l'un des 3 réseaux sociaux les plus prisés de Russie et d'autres pays de l'Est. Fatalement, cette popularité ne manque pas d'attirer l'attention du Kremlin, et ça pour des raisons majoritairement politiques. Laisse-moi t'expliquer. En 2011, des élections législatives ont lieu en Russie. C'est Vladimir Poutine qui l'emporte avec la majorité absolue des sièges. Plusieurs ONG et partis politiques russes dénoncent une fraude massive. Très vite, des manifestations de protestation s'organisent dans les grandes villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg. Elles sont sévèrement réprimées par le pouvoir en place et plus d'une centaine de personnes sont arrêtées. Parmi elles figure Alexei Navalny, opposant déclaré de Poutine et rédacteur d'un blog sur lequel il dénonce la corruption en Russie. Pour contrer ce mouvement de protestation, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, ou alors le FSB pour les intimes, fait appel à son Pavel Durov national. Leurs requêtes sont claires. Le propriétaire de VKontakte doit donner les coordonnées des opposants de Poutine qui communiquent via son réseau social, fermer plusieurs canaux de discussion utilisés par les rebelles et fermer le compte de Navalny. En guise de réponse, Durov a envoyé une photo d'un chiot vêtu d'un sweat à capuche tirant la langue. L'illustration est accompagnée de ces quelques mots « C'est ma réponse ». Un message est également publié sur le réseau social « VKontakte restera indépendant ». Alors personnellement, je pense que Poutine a dû voir rouge, sans mauvais jeu de mots, puisque le chien est devenu un symbole de résistance et Durov une personne à surveiller pour le Kremlin. En février 2014, la révolution de la dignité visant à protester contre le refus d'accord passé entre l'Ukraine et l'Union européenne secoue tout le pays pendant une dizaine de jours. Elle a notamment lieu sur la place Maïdan, symbole de l'indépendance du pays. Cette grande manifestation montre clairement la volonté d'une ouverture vers l'Occident et d'un affranchissement vis-à-vis de la Russie. Elle prend rapidement de l'ampleur et s'étend dans tout le pays. Le FSB, qui vraisemblablement n'a pas encore compris la leçon, demande à Durov de lui livrer les noms des membres du groupe Euromaidan, qui est donc un groupe pro-ouverture, et de fermer leur groupe de discussion. Le patron de VKontakte publie l'injonction du FSB avec cette réponse, je cite, « Transmettre ces données aurait été contraire à la loi, une trahison envers les millions d'Ukrainiens qui nous ont fait confiance. » En agissant ainsi, Pavel Durov se pose clairement comme un défenseur de la liberté et se range du côté des opposants de Poutine. Mais cette fois, c'en est trop pour le Kremlin. VKontakte doit être contrôlé par le gouvernement ou alors complètement disparaître. Et pour cela, le gouvernement a un plan.
La manœuvre commence avec l'oligarque Alitcher Ousmanov. Ce proche du Kremlin rachète plus de la moitié des parts de la société MF Technologies qui possède Vcontact. Il revend ensuite une partie de ses parts à Sogaz, une filière de Gazprom. Gazprom, pour faire simple, c'est une compagnie pétrolière affiliée à l'État. En même temps, Gazprom Bank, qui possédait déjà un très grand nombre d'actions chez MF Technologies, augmente sa participation jusqu'à 45%. Il revend ensuite ses parts à Gazprom Media étant, comme tu l'auras sûrement compris, une filiale de Gazprom. Au bout du compte, par l'intermédiaire de Gazprom, le Kremlin devient le principal actionnaire de MF Technologies et peut donc prendre le contrôle de Vcontact. Le 1er avril 2014, Pavel Durov lance une plaisanterie comme quoi il se retire du conseil d'administration de Vcontact. Manque de peau, la blague se retourne contre lui car sa décision est actée par le conseil qui n'attendait sûrement que ça. Pavel Durov est donc éjecté de sa propre entreprise, il vend ses parts dans Vcontact et dit adieu à la Russie le 22 avril 2014. Tout autre que lui se serait probablement retrouvé en PLS et incapable de rebondir. Mais pas notre Pavel Durov. Avec les 300 millions de dollars qu'il a empochés en vendant ses parts de Vcontact et surtout à l'aide de son frangin Nikolai, il crée Telegram. Nikolai s'occupe de toute la partie technique et Pavel prend en charge le soutien financier. La première version de l'application sort le 14 août 2013. Et quand on regarde bien les dates, on se rend compte qu'il s'est écoulé finalement peu de temps entre l'abandon de Vcontact et la première version de Telegram. Pavel Durov avait-il senti le vent tourner et anticipé la suite ? Personnellement, je pense que oui. Alors Telegram, qu'est-ce que c'est ? Déjà Telegram, c'est une application de messagerie instantanée dont le logo est reconnaissable entre mille. Le petit avion en papier sur fond bleu, j'imagine que ça te dit forcément quelque chose. Le 22 avril 2018, quand le Kremlin menace une nouvelle fois de bloquer Telegram sur tout le territoire russe, Pavel Durov lance cet appel sur son compte Instagram. Si vous vivez en Russie et soutenez un internet libre, jetez un avion en papier de votre fenêtre à 19h. Un moyen pacifique de résister avec un symbole fort. Telegram, c'est le concurrent direct de l'américain WhatsApp en plus libre, plus sécurisé et totalement gratuit. Comme tout bon service de discussion instantanée, il permet d'échanger avec 1, 2, 10 et jusqu'à des milliers de personnes. Mais pas que. Sur Telegram, différents types de communication sont possibles. Tu as bien sûr les conversations classiques, comme sur n'importe quelle plateforme. Il existe en plus la conversation de groupe qui permet de parler simultanément avec 200 000 utilisateurs en même temps. Mais on peut aussi se servir de canaux ou de chaînes dont les abonnés reçoivent des notifications chaque fois qu'une nouveauté apparaît. Et c'est d'ailleurs ce que je fais personnellement avec mon propre canal Telegram, sur lequel je peux m'exprimer sur certains sujets en évitant toute censure. L'application permet aussi de passer des appels et des conversations en vidéo, de transmettre des fichiers entre utilisateurs, d'envoyer des fichiers multimédia comme des photos ou des vidéos, de publier des stories, de partager sa localisation en temps réel, de stocker des fichiers dans un cloud, d'utiliser des emojis et des autocollants et de supprimer totalement ses messages. Et oui, tout ça en une application. Mais Telegram se distingue aussi des autres applications par ses bots polyvalents qui permettent l'automatisation de certaines actions telles que le partage d'informations ou la création de contenu. Comme elle est basée sur le cloud et pas directement sur ton téléphone, tu peux retrouver toutes tes données partout, rien qu'en te connectant à ton compte. Mieux encore, sur Telegram, tu ne retrouveras pas de publicité. Pavel Durov a expliqué qu'il ne voulait pas que les intérêts commerciaux viennent perturber la sécurité et la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Depuis 2022, une version premium de Telegram est proposée contre 5 € par mois. Pour résumer, elle offre une version améliorée des services proposés, c'est-à-dire des temps de téléchargement plus courts, des autocollants exclusifs, ainsi que des capacités de stockage et de téléchargement doublées. En plus de tous ces avantages, Telegram dispose également d'un service de crypto-monnaie qui est directement intégré dont l'unité est le TON, T-O-N. En 2018, les frères Durov ont décidé de proposer ce service à leurs utilisateurs. Ils se mettent donc à la recherche d'une blockchain. Une blockchain, ou chaîne de blocs en français, c'est une sorte d'immense base de données chiffrées pour stocker et transmettre des informations et surtout des transactions. N'en trouvant pas qui correspondent à leurs attentes, les Durov décident d'en créer une eux-mêmes. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ils nomment leur création TON pour Telegram Open Network et leur monnaie s'appelle dans un premier temps le Gram. Pour attirer les investisseurs, ils organisent une levée de fonds et récoltent 1,7 milliard de dollars. Une opération plus que réussie. Le souci, c'est que l'opération attire l'attention de la SEC, la Security Exchange Commission, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Elle poursuit les frères Durov pour vente de titres non enregistrés et au bout de 2 ans de procès, donc en 2020, le projet est temporairement abandonné. Les Durov sont condamnés à payer 18,5 millions de dollars d'amende et doivent rembourser les investisseurs. Leur histoire rappelle l'échec de Zuckerberg quand il a tenté de créer Libra, une crypto-monnaie pour Facebook. Comme lui, Pavel et Nikolai auraient pu tout laisser tomber et s'arrêter là, mais je te rappelle qu'on parle des Durov.
Les frangins prennent la décision de rendre le code du Ton open source afin que chaque développeur qui souhaite s'en servir puisse contribuer à son amélioration. Telegram Open Network devient The Open Network, ce qui finalement ne change pas l'acronyme, et le Gram, la crypto-monnaie, devient le Toncoin. La Ton Foundation, basée en Suisse, est créée pour rassembler et coordonner les différents projets. Tous les 3 mois, elle sélectionne les meilleurs et leur apporte un soutien financier. Aujourd'hui, même si Pavel Durov n'est pas dans l'équipe actuelle de la fondation, il leur témoigne souvent son soutien et s'associe avec elle à diverses occasions. Ce que tu dois retenir, c'est que Telegram a été créé après le rachat de Vkontakte par les autorités russes, que c'est une plateforme de messagerie instantanée qui offre la possibilité d'échanger avec un très grand nombre de personnes de manière sécurisée et que Telegram possède sa propre crypto-monnaie et son propre univers dédié. Maintenant que je t'ai parlé plus en détail de Telegram, je vais t'expliquer ce qu'on reproche à l'application et pourquoi. Au moment de la sortie de Telegram, Pavel Durov a proposé jusqu'à 100 000 $ à la personne qui réussira à trouver une faille de sécurité. Et au moment où je te parle, personne n'est encore arrivé à craquer le code de Telegram. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est en grande partie pour échanger sans crainte d'être surveillé que de nombreuses personnes ou groupes utilisent cette application. Les conversations sont entièrement chiffrées et donc sont entièrement protégées. Par exemple, en 2015, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron et ses partisans utilisent Telegram pour coordonner leurs actions. Partout dans le monde, Telegram, par ses données chiffrées, a protégé les organisateurs de manifestations ou de révolutions contre les répressions des régimes politiques autoritaires. Ça a été le cas en Iran en 2017, en Russie en 2018, à Hong Kong en 2019, en Biélorussie et en Thaïlande en 2020. Au total, ce sont de très nombreuses personnes dont la vie et la liberté auraient été en danger si leur conversation était tombée entre de mauvaises mains. Mais Telegram, c'est aussi le canal de prédilection des opposants à Poutine en Russie et les pays qui l'entourent. L'armée ukrainienne s'en sert également pour se coordonner. Malheureusement, toute force a son côté obscur. Et je pense que tu t'en doutes, certains groupes mal intentionnés ont profité de la liberté d'échanger offerte par l'application. Telegram est devenu le repère privilégié de certains complotistes de tous bords, mais également de certains groupes d'idéologie extrême. Le réseau a notamment été utilisé par les terroristes pour planifier leurs attaques à Paris et Saint-Étienne du Rouvray. Et on sait également que l'organisation État islamique se sert de l'application comme porte-voix. Ce côté très obscur, c'est ce qui nous amène directement à l'arrestation de Pavel Durov dès sa descente d'avion à l'aéroport du Bourget. Le président de Telegram est poursuivi pour 12 chefs d'accusation. Refus de communiquer des informations dans le cadre d'enquêtes, complicité dans des trafics de stupéfiants, dans des actes de cyberharcèlement, des escroqueries, d'associations de malfaiteurs en bande organisée, de blanchiment de crimes ou de délits, de transactions illicites et de détention d'images à caractère pédopornographique. C'est l'OFMIN, l'Office de protection des mineurs, qui a émis le mandat d'arrêt en France contre Pavel Durov à la suite d'une enquête concernant la diffusion de contenu pédopornographique. Les faits reprochés sont d'une extrême gravité et passibles d'une peine de 20 ans de prison. L'arrestation du milliardaire en France suscite de nombreuses interrogations. Pour commencer, on se demande déjà pourquoi Pavel Durov a été arrêté, et surtout on se demande pourquoi, alors qu'il savait qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en France, il a posé son jet privé au Bourget. Plusieurs rumeurs circulent à ce sujet. L'une d'entre elles serait que Macron l'aurait piégé en l'invitant à l'Elysée. Une autre prétend que Pavel Durov collaborait depuis quelque temps avec la Russie et aurait voulu rencontrer Vladimir Poutine à Bakou. Une autre suppose que le président de Telegram, inquiété aussi par les États-Unis, se serait livré en France pour ne pas être extradé. Autant de rumeurs et de questions dont on n'obtiendra peut-être jamais les réponses. Tout ce qu'on sait, c'est que l'arrestation a fait l'effet d'un tsunami et a suscité de très nombreuses réactions. Les autorités russes accusent la France d'être liberticide et de virer à la dictature libérale. Des militants ont déposé des avions en papier devant les ambassades pour protester contre l'arrestation. Et je trouve que c'est d'ailleurs amusant de noter qu'en 2018, ces mêmes autorités avaient menacé de bloquer Telegram. On a également Elon Musk, le patron de X, qui s'est fendu d'un hashtag #FreePavelDurov. Edward Snowden, le lanceur d'alerte, a également publié sur X, je cite, « L'arrestation de Pavel Durov est une atteinte aux droits fondamentaux de l'homme que sont la liberté d'expression et d'association. » Il conclut son message en affirmant que l'arrestation, je cite, « rabaisse non seulement la France, mais aussi le monde entier. » Alors pourquoi cette arrestation fait-elle autant de bruit ? Eh bien tout simplement parce qu'elle est grave et surtout hautement symbolique. Bien sûr, les faits reprochés à Pavel Durov sont d'une extrême gravité et loin de moi l'idée de vouloir les minimiser. L'enquête pour l'instant suit son cours. Et tant que les conclusions ne sont pas rendues et que l'éventuel procès n'a pas eu lieu, la présomption d'innocence s'applique. Cependant, la plupart des choses qui sont reprochées à Pavel Durov peuvent être imputables à d'autres plateformes. On retrouve malheureusement de la prostitution impliquant des mineurs sur Facebook, de la vente de substances illicites sur X et d'autres joyeusetés peu recommandables ailleurs. Alors pourquoi le président de Telegram est-il spécifiquement attaqué ?
Et bien comme je le soulignais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, Pavel Durov n'est aujourd'hui associé à aucun État, même si la Russie et la France ont tenté de se le mettre dans leur poche. Par exemple, Elon Musk et Mark Zuckerberg sont citoyens américains et placés sous la protection de leur pays. Mais Pavel Durov, lui, il paye le fait qu'il est isolé. On peut supposer qu'à travers lui, le gouvernement fait une sorte d'exemple et prévient les autres plateformes de ce qu'il pourrait arriver si elles ne coopèrent pas avec les autorités. Libéré puis placé sous contrôle judiciaire, le président de Telegram a affirmé en septembre qu'il accepterait de collaborer avec les autorités. Nous avons clarifié le fait que les adresses IP et les numéros de téléphone portable de ceux qui violent nos règles pourront être communiqués aux autorités en réponse aux requêtes judiciaires valides, écrit-il sur sa plateforme. Il s'engage également à embaucher des modérateurs professionnels et non plus se servir de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Pour ma part, je pense qu'on peut dire que Pavel Durov paye pour toutes les autres plateformes parce qu'il est libre et sans attache. Certaines personnes pensent sûrement que l'arrestation de Pavel Durov va signer l'arrêt de mort de Telegram, mais c'est mal connaître celui qui constitue un bug dans la matrice. Des coups durs, il en a déjà connu avec Vcontact. Et je suis prêt à parier qu'il trouvera un autre moyen de rebondir d'ici peu, s'il ne l'a pas encore déjà trouvé. On arrive sur la fin de cette vidéo, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette affaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et jette un œil à la description de la vidéo car il y a pas mal de choses qui pourraient t'intéresser. Sur ce, je te dis à la prochaine, c'était Sébastien,